En tout cas, merci beaucoup, franchement, de t'être libéré. Franchement, c'est une chance énorme de t'avoir aujourd'hui. Euh, Peut-être, alors, dis-moi si je me trompe, mais tu es passé par Schoolab il y a quelques années. C'est là que c'était au tout début de Partout, c'est ça? Oui, ouais, ouais, de mémoire, c'était en 2015, je crois, et que c'était la première cohorte du programme Starter. Ok, d'accord. Bon, bah, très très cool. Et depuis, est-ce que tu peux nous faire peut-être un snapshot aujourd'hui, 6 ans après, à quoi ça ressemble Partout? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que toi aussi, quelles étaient enfin, tes nouvelles ambitions, tes nouvelles missions? Euh, Bah, du coup, là maintenant, on est un peu plus de 200 personnes. On est présent, on a la majorité de nos collaborateurs qui sont en France, mais aussi en Espagne, où on a un gros bureau pour le marché espagnol et italien. On a aussi un petit bureau en Inde. Et après, on a des clients, je crois, dans plus d'une cinquantaine de pays, beaucoup en Amérique latine, notamment en Europe, au Moyen-Orient et tout ça. Et la solution, enfin, l'entreprise et la solution de manière générale a pas mal changé. Au début, notre métier, c'était de permettre à des magasins de simplement mettre à jour les informations de leurs établissements, donc tout ce qui est adresse, horaire, numéro de téléphone sur des sites que les internautes utilisaient pour les trouver, comme Google, Facebook, Apple, Waze, etc. Et maintenant, notre métier est un peu plus large. En fait, on considère que nous, notre mission, c'est d'aider les magasins à développer leur activité sur Internet. Et donc, ça englobe beaucoup plus de choses que ce qu'on faisait simplement au début de l'aventure. Ok, d'accord, ouais, très cool. Très, très cool. Bon, on voit en tout cas que vous avez eu une trajectoire phénoménale. Donc, bravo, bravo, félicitations. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Et Merci. bah, peut-être, ouais, pour le but un petit peu aujourd'hui, c'est de se concentrer, c'est de se remettre un petit peu dans la peau des entrepreneurs ou de l'entrepreneur que toi tu étais à l'époque et d'essayer, tu vois, de leur apporter de la valeur pour leur faire sauter un petit peu, peut-être casser des barrières mentales et puis aussi, pourquoi pas, leur permettre d'éviter des erreurs. Peut-être pour bien comprendre, ouais, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, voilà, peut-être les premiers jours de Partout, comment est-ce que vous avez eu l'idée? Est-ce que toi, tu étais déjà un entrepreneur dans l'âme ou est-ce que tu avais, voilà, t'avais déjà monté une boîte? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça pour commencer? Oui, alors je pense que oui, j'étais un entrepreneur dans l'âme, dans le sens où j'ai toujours voulu faire ça et j'avais jamais vraiment envisagé autre chose que ce métier-là dans ma vie. Et, Ok. euh, et j'avais tenté Famille depuis. d'entrepreneurs, du coup? Ouais. Ok. Enfin, non, même quand, tu vois, quand j'étais plus jeune, je veux dire, quand j'avais 15 ans, quand je pensais à moi plus tard, je me voyais avoir une entreprise et faire un peu ce que je voulais. J'avais envie de liberté voilà, de pouvoir déterminer moi-même l'environnement de travail dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir. Et, et du coup, j'avais créé quelques petits projets, mais tu vois, c'était plus des tentatives qui n'avaient pas fonctionné. Mais en tout cas, j'avais eu des premières expériences à travers ça. Et en fait, après, moi, j'ai rejoint. Donc, j'avais fait une formation qui était plutôt autour de l'économie à Dauphine. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre une école de commerce qui avait un incubateur. C'est les SEC. Il y avait un incubateur qui était réputé. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, avant de rentrer dans le monde du travail, c'est ma chance peut-être de trouver une idée que je vais vouloir développer. Et c'est pour cette raison-là que j'ai rejoint cette école. Et en fait, assez Hmm. rapidement, quand j'ai rejoint l'entreprise, pardon, quand j'ai rejoint l'ESSEC, j'ai été face à un professeur de marketing qui nous a amené à rencontrer des commerces de proximité. En gros, moi, je faisais une étude de marché sur la visibilité sur Internet des commerçants. Donc, assez proche du sujet sur lequel je travaille aujourd'hui avec Partout. Et dans ce cadre-là, Ok. j'ai rencontré un restaurateur qui s'appelle Serge. Il avait un restaurant dans le Val d'Oise et en fait, il a répondu à mes questions. Et à la fin des questions, il m'a demandé si je ne pourrais pas passer un jour, une après-midi dans son resto pour l'aider à mettre à jour des photographies de son restaurant, justement, parce qu'il venait de le repeindre. Avant, il était bleu, pardon, et il avait repeint en rose et il voulait que le monde entier le sache. Et ouais, mais il ne savait pas très bien comment faire. Il savait pas, il n'avait pas forcément le temps non plus. Et donc, il m'a demandé de passer une après-midi chez lui. Donc, ce que j'ai fait, et c'était une expérience qui a été assez fondatrice finalement dans l'histoire de Partout, parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte déjà d'une part à quel point c'était difficile à l'époque d'identifier quels étaient les sites internet utilisés par les gens pour trouver des restaurants. Avant, c'était pas comme maintenant. Il y avait des sites qui étaient gros, qui n'existent plus aujourd'hui, comme Nomao, comme Dis-moi où, le 118 000, le 118 218. Et donc, il fallait identifier ces sites-là. Et ensuite, il y a eu un deuxième obstacle, c'était que bah, plusieurs d'entre eux ne permettaient pas à des magasins indépendants de mettre à jour des informations comme des horaires, des photos, des adresses. C'était très compliqué, voire impossible.
Et donc, en sortant de cet après-midi où j'ai essayé tant bien que mal de mettre à jour la photo du restaurant de Serge sur Internet et finalement, je ne l'ai pas fait sur autant de plateformes parce que c'était difficile, et ben, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une interface sur laquelle les commerçants de proximité puissent renseigner des informations de leur établissement et que ça se répercute automatiquement sur tout un tas de plateformes web, Google, Facebook, Apple, Page Jaune, Foursquare, etc. Donc, c'est comme Ok. ça que l'idée de Partout est venue au tout départ. Et ça, c'était en 2013, quelque chose comme ça. Ok, waouh. Waouh, c'est dingue en fait le fait que tu te sois toi-même confronté au problème et que du coup tu es tout de suite un petit peu l'inspiration pour justement songer à une plateforme et te dire que tu veux le distribuer partout. Et je pense qu'on va le dire beaucoup aujourd'hui, hein. Ouais, Mais probablement. tu m'en veux pas si j'ai un petit sourire à chaque fois. Ça va finir par rentrer. Mais en plus, surtout que je kiffe votre nom, je kiffe votre marque, mais on en parlera un petit peu plus tard. Trop cool. Et du coup, ouais, toi, tu vois ce problème, tu as tout de suite un peu l'intuition qu'il y a potentiellement quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fais après? Tu te renseignes sur la taille du marché, tu essaies de chercher un associé. Comment est-ce que tu avances après? Ouais, exactement. En fait, moi, je voulais pas, enfin, j'avais conscience que être entrepreneur, c'est quand même passer beaucoup de temps sur un projet et potentiellement, y travailler longtemps avant que, bah, ça fonctionne. Donc je voulais quand même, préparer un peu le terrain et avoir bien réfléchi et être sûr de mon coup. Alors maintenant, j'ai une approche qui est beaucoup plus différente, enfin qui est largement différente, pardon, où je vais plus, tenter rapidement, mais potentiellement, arrêter ou pivoter, plus vite que je l'ai envisagé avant. Et donc quand j'ai eu cette idée de Partout, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé sur internet. J'ai fait plein de recherches. J'ai essayé de trouver des entreprises qui pouvaient, prodiguer un service, similaire. Et j'en ai trouvé 2 aux États-Unis. Il y avait une boîte qui s'appelait Single Platform, qui venait, je crois l'année d'avant, d'être achetée par une autre société qui s'appelle Constant Contact. Et il y avait une autre société qui s'appelait Locu, qui avait été rachetée par GoDaddy. Et donc, ils faisaient ça, enfin, c'était vraiment le même principe, la même idée, répondait aux mêmes problèmes. Et ça m'a un peu rassuré parce que je me suis dit: «OK, si il y a des solutions qui ont aussi bien marché aux États-Unis, ça veut dire qu'il y avait un niveau de maturité digitale là-bas qui était suffisant pour comprendre une offre comme celle-ci. Et ça va probablement se déverser en Europe prochainement. En Europe, par contre, je n'avais pas identifié de concurrents à l'époque. Alors après, il s'avère que mes recherches, je ne les avais pas aussi bien fait que je l'imaginais, parce que j'ai identifié en cours de route plein d'autres concurrents qui existaient, qui étaient même parfois plus gros que les sociétés que j'avais identifiées au tout départ. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, j'ai fait ce travail d'étude de marché, quoi. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, ça y est, il faut y aller, quoi». Et ce faut y aller est passé par 2 choses. La première chose, c'est que j'ai assez axé mon cursus scolaire autour de ce projet. Donc, j'ai souscrit à plein de cours autour de l'entrepreneuriat à l'ESSEC. Et à chaque fois que souvent dans ces cours, il faut qu'il y ait un porteur de projet qui est accompagné par une équipe de 2, 3, 4 personnes. Donc moi, je me portais toujours volontaire pour parler de mon projet. C'était une manière, en fait, de le challenger, d'avoir l'opinion d'autres personnes, et cetera. Et en parallèle, bah, je me suis dit que j'allais, trouver un ingénieur parce que, pour développer une plateforme web, moi, je savais absolument pas comment faire. Et donc je suis parti en recherche d'un associé. J'en ai trouvé un qui, était quelqu'un, qui était plus âgé que moi, qui était aussi business angel, enfin bref. Mais moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui allait énormément m'aider et que j'avais beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Mais je le connaissais absolument pas. Je l'avais trouvé un peu sur un espèce de site de rencontre pour associés. Je crois que c'était recherchemonassocié.fr ou un truc comme ça. Et j'avais mis une annonce à laquelle il Ok. avait répondu. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, notre collaboration s'est pas aussi bien passée que prévu parce que la dimension technique n'avançait pas. Donc, en fait, j'avais pas de Hmm. plateforme web. Donc, moi, là, j'étais en train d'avancer sur mes cours, sur l'élaboration théorique du projet, mais je rentrais jamais vraiment dans le dur. Et au bout de quelques mois, je pense au bout de 2 mois, je me suis dit: «Oh, c'est pas possible, là, j'avance pas. Donc, bah, je vais juste aller voir des commerçants et essayer de leur vendre la proposition de valeur finale qui est, «Bonjour monsieur le coiffeur, voilà, je suis Thibaut, moi j'ai une société. Vous me donnez les informations de votre salon et moi je vais les, renseigner partout sur internet. Ça va développer votre présence et vous allez normalement avoir plus de clients par la suite». Et ce que le commerçant ne savait pas nécessairement, c'est que tout ça a été fait, en fait, manuellement. Donc, Hmm. il n'y avait pas d'interface. C'est-à-dire qu'il m'envoyait ces informations par texto, par mail ou il me passait un coup de fil. Et moi, ensuite, à la main, j'allais sur chacune des plateformes et je faisais les mises à jour, progressivement. Et ça, je le vendais, je crois 210 Ok. ou 240 € par an.
Ouais. Et donc là, c'était une époque de ma vie où j'ai vraiment pas mal bûché parce que j'ai rencontré des centaines de commerçants, littéralement. Alors, là où c'était compliqué, c'est que comme mon école était à Cergy, je me suis dit: «Je vais aller voir les commerçants de Cergy», mais les commerçants de Cergy n'en avaient rien à faire d'être présents sur internet, enfin, en tout cas, ceux que j'avais rencontrés. Et donc, je me suis dit: «Je vais me tourner vers une ville où la dimension touristique est peut-être un peu plus importante». Donc, je suis allé vers Paris. Et en fait, c'est une époque où je me levais très tôt le matin pour aller voir des commerçants. Ensuite, j'allais en cours le matin, puis je retournais à Paris l'après-midi ou sur le temps de midi, je retournais en cours. Et après, bah, j'étais en école de commerce, donc j'allais dans le bar et faire aussi la fête comme tous les étudiants. Mais du coup, c'était un peu fatigant parce que je faisais plein d'allers-retours. J'avais à la fois mes cours, mais en même temps, pas mal de temps à rencontrer des commerces de proximité. Mais bon, ça s'est avéré être très. Enfin, je pense que j'ai appris beaucoup de choses parce que déjà sur le travail, parce que c'est un travail difficile de faire de la prospection en porte-à-porte, sur le travail avec les commerçants de proximité, parce que c'est des gens qui sont pas forcément très rigoureux dans la gestion de leur emploi du temps quand Mm. il y a un commercial qui vient les voir. C'est-à-dire que des fois, moi, Ouais. j'avais des rendez-vous, je me pointais et en fait, bah, ils étaient débordés par un truc opérationnel, donc il fallait repasser un peu plus tard, mais moi, je pouvais pas. Donc, voilà, je me suis pris pas mal de lapins aussi. Mais à la fin, voilà, j'ai quand même eu une centaine de clients et du coup, j'ai fait un peu plus de 20 000 € de chiffre d'affaires en quelques mois, je crois, en 2 mois ou un truc comme ça. Donc, c'était pour ça satisfaisant. Et après, ça m'a appris beaucoup de choses, mais je pense qu'on pourra revenir dessus juste après. Ouais, mais écoute, c'est hyper inspirant. Tu vois, cette petite histoire, je la connaissais pas, que tu avais tout fait à la main et que tu allé, enfin, que tu avais vraiment fait du porte-à-porte, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent plus, tu vois, faire du porte-à-porte aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans l'histoire que tu racontes, c'est que tu as compris assez vite que la proposition de valeur pour le restaurateur, c'était d'être visible. Finalement, ta plateforme, ils s'en foutaient en fait. Tu vois, Ouais. ce qui compte, c'était la finalité et pas forcément l'outil qu'il y avait derrière. Et ce qui compte, c'est que lui, il soit visible sur Internet. Et s'il est visible sur Internet, peu importe comment toi tu le fais derrière, quoi. Et, mais hyper cool, ouais. Et du coup, toi, avec le recul, enfin, tu disais que avant justement peut-être cette phase-là, tu étais un petit peu, tu voulais être un peu consciencieux, être sûr que c'est la bonne idée, faire une petite étude de marché, être sûr qu'il y a une opportunité. Là, tu pars un peu tête baissée, faire de la vente. Qu'est-ce qui t'a fait changer un peu d'état d'esprit entre les deux, on va dire entre les deux situations? Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que tu pourrais la reformuler? Bah, si tu veux, il y a un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux états d'esprit, tu vois, dans au tout début, en fait, si tu veux, tu as cette idée et tu te dis que tu essayes plutôt de faire une étude de marché et de t'assurer que l'idée, elle est vraiment porteuse et qu'elle va Ouais, plus fonctionner. théorique, quoi, et Et après plus dans le dur, c'est ça que tu veux dire? ouais, et après, t'as vraiment fait un apprentissage par l'action, quoi, et par la Bah, vente directement. ouais, en fait, je pense que, bah, notamment en école, on apprenait beaucoup par les cours, l'exemple des autres. Et en fait, il y a moi, j'avais l'impression que j'avais une approche qui était très par analogie. Je voyais que des gens faisaient comme ça, donc je l'appliquais théoriquement à mon modèle et je me disais: «Ça va marcher». Mais en fait, et à un moment, j'ai compris, et ça, pour le coup, maintenant, ça fait vraiment partie de ma manière de travailler, c'est qu'il y a rien de plus vrai que le terrain. On peut lire autant de bouquins, avoir autant de conseils, d'opinions, et d'articles, ça c'est à la fin, il faut vraiment se confronter à son client ou son marché. Et c'est ça qui fait vraiment apprendre très vite. Et en Mm. même temps, moi, tu vois, je me définissais comme entrepreneur à cette époque-là, et ça n'avançait pas. Je veux dire, j'avais pas de clients, j'avais pas de plateforme, enfin, j'avais rien en fait, mis à part, avoir une idée. Concrètement, il y avait rien qui se passait. Et donc, au bout d'un moment, je m'impatientais. Je me suis dit: «En fait, c'est ridicule», parce que j'étais j'étais fier de ce statut d'entrepreneur. Mais en fait, je n'incarnais pas grand-chose un entrepreneur en réalité. Et donc, bah, assez naturellement, je me suis dit: «Là, ça y est, il faut y aller, il faut que je confronte mon idée à la réalité et que je vois un peu comment le marché va réagir, et en fonction de ça, bah, je déciderai, quelle est la suite à donner». Ok. Et ça n'a pas été dur, cette période, quand même, comme tu l'as dit, tu vois, les restaurateurs et même les retailers au sens large, c'est des cibles assez dures, tu vois, parce que, comme tu l'as dit, ils sont entre deux services, ils n'ont pas toujours du temps. Tu étais là pour leur vendre un truc dont ils sont pas sûrs vraiment de la valeur ajoutée au final, tu vois. Toi, tu es parti, tu étais tout seul, tu avais une idée, tu devais en plus te faire le boulot à la main derrière une fois que tu l'avais signé, ton client. Euh, comment est-ce que tu tiens le coup, quoi? Comment est-ce que tu arrives à te motiver à le faire déjà et comment est-ce que tu tiens le coup?
Bah, en fait, aller voir les 2-3 premiers, c'était un peu dur. Parce que je savais pas le speech, j'avais jamais fait ça et tout. Donc là, tu es là, ouais, mais en fait, dès que tu l'as fait, c'est tellement, enfin moi, j'ai vraiment adoré en réalité. C'est-à-dire que, il y avait ceux qui étaient intéressés et là, c'était génial parce qu'on était dans une optique de «partenariat» entre guillemets. C'est-à-dire, je leur expliquais comment j'allais les aider et je voyais qu'il y avait vraiment une réception. C'est-à-dire qu'ils disaient: «OK, moi je suis commerçant, je veux développer mon activité, j'utilise internet et je comprends qu'internet, c'est un levier important que les touristes vont utiliser. Donc en étant dessus, bah, ça devrait m'aider» et là, c'était bien parce qu'ils voyaient que enfin, je voyais qu'ils ne savaient pas comment faire et qu'ils se reposaient sur moi, en fait, pour le faire à leur place et ça, c'était vachement satisfaisant parce que je voyais la valeur que je pouvais leur apporter. Et après, il y avait aussi, les objections. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, quand tu peux prendre une objection et en effet, se prendre beaucoup de non, ça peut être difficile, mais si tu le vois comme un jeu, en te disant: «OK, il me dit non, bah, allez, je vais essayer de le convaincre» et ben, là, ça rend le truc beaucoup plus intéressant et quand tu as réussi à convaincre quelqu'un qui, au départ, était très, très réfractaire, ça, c'est aussi très satisfaisant Ouais. et après, il y a une forme d'adrénaline aussi, je trouve, qui est lié à l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu vois que là, ton projet prend forme. Enfin, la première signature, c'est, heu, c'est quelque chose, quoi. Moi, je me Mmh. rappelle mon premier chèque, je me suis dit: «Putain, c'est dingue, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance pour une idée que j'avais et la valeur de la confiance qu'il m'apporte, elle est sur ce chèque et maintenant je vais l'aider, quoi» et je sais pas, ce sentiment était tellement plaisant qu'après, j'avais juste envie de continuer, de continuer, de continuer. Bon, après, je me suis un peu essoufflé parce que Mmh. justement, j'avais les cours, comme tu disais, il fallait faire les mises à jour aussi. J'avais les examens, je devais faire les allers-retours à Paris, donc c'était un petit peu difficile, mais en tout cas, la passion était là, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah, si je reformule un peu, il y a un mot que tu as dit qui était hyper intéressant, c'est que tu avais une approche un peu de partenariat. Vous avez un problème, je vais essayer de vous aider et on va le résoudre ensemble. Le deuxième mot un peu clé que je retiens, c'est le jeu. Toi, tu as essayé d'en faire un espèce ouais, une espèce de challenge, quoi, tout simplement, et d'y prendre goût, de gamifier un peu l'expérience de la vente. Et je pense que c'est hyper important. Notamment pour les personnalités qu'on passe ça dans le sang, tu vois, d'essayer de transformer ça en jeu. Et la dernière, ouais, la notion un peu de concret, quoi, finalement d'avoir son petit chèque et l'adrénaline et le plaisir que tu peux avoir quand ça se construit. Ouais. Super chouette. Franchement, bravo. Et peut-être pour rebondir, combien de temps elle dure cette période-là comment, enfin, comment est-ce que tu passes un petit peu à l'étape d'après? Tu recherches toujours un Alors, je pense CTO, que j'imagine, tu vois, mais alors j'étais toujours avec mon CTO en parallèle qui, n'avançait pas trop, mais bon, moi, j'étais focalisé sur le terrain, hmm, c'était pas tellement ma préoccupation. Enfin, voilà, j'avais d'autres chats à fouetter qui ça me semblait plus important d'apprendre et de comprendre comment, j'envisageais la société partout plus tard que, de me focaliser sur le développement technique à ce moment-là et je pense que ça a duré 2 mois et en fait, au bout de 2 mois là pour le coup, donc ça faisait 2 mois plus à peu près 2 mois où il s'était rien passé. Donc déjà j'étais vraiment préoccupé par, cette relation que j'avais avec mon associé qui m'allait pas et je sentais que ça allait être vraiment problématique pour le développement de l'entreprise et en parallèle, j'étais pas très satisfait en fait, je voyais mal comment scaler. C'est-à-dire que hmm, je voyais comment démarcher un commerçant, mais j'avais le sentiment qu'il fallait le rencontrer en physique et donc faire du porte-à-porte. Et je me disais: «Mais construire une grosse entreprise comme ça veut dire avoir des commerciaux répartis un peu partout en France ou un peu partout dans plein de pays et du coup, bah, comme ils sont pas avec toi, tu n'es pas sûr du discours qu'ils vont tenir aux commerçants, tu n'es pas sûr, de l'adhésion qu'ils vont avoir, pour les valeurs de l'entreprise et du coup, ça peut dégrader l'image de marque, ça peut dégrader la qualité de la relation professionnelle que tu vas avoir avec eux. Enfin, j'avais pas envie de ce genre de boîte, en gros ouais. et et voilà, maintenant ça a changé parce que maintenant on peut vendre en ligne, on peut vendre au téléphone et à l'époque, moi, je le savais pas ou je sais pas, ou je pensais que c'était pas possible, tu vois? Et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire un changement. Je vais, regarder, je vais essayer de vendre aux enseignes». Une enseigne, ça peut être pas mal parce que là, pour le coup, quand tu te déplaces pour un rendez-vous, bah, c'est directement un gros contrat. Donc, tu peux Hmm. avoir tes commerciaux qui sont dans tes bureaux parce qu'en fait, ils vont pas faire, 10 rendez-vous physiques par jour, tu vois? Ça va être quelques-uns par semaine.
Ouais. Et là, en fait, la mayonnaise a pris assez rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des rendez-vous. Donc là, ça a été utile parce que moi, j'avais mon réseau d'écoles de commerce. J'ai contacté les alumni qui travaillaient chez des retailers au niveau du marketing et j'ai demandé un rendez-vous avec eux. Et j'ai fait pas mal de call calling aussi auprès d'autres entreprises et j'ai eu des rendez-vous avec des boîtes comme Carrefour, comme Leroy Merlin, il y avait Burger King aussi, Auchan, Regus, Rip Curl, enfin j'en ai eu plein. Et en Ouais. fait, j'ai eu très peu de noms. J'ai vraiment eu, enfin les gens étaient là, ok, on en a vraiment besoin, on va y aller. Bon, après, il y avait des histoires de prix où je me suis fait avoir sur pas mal de négociations au départ, mais ça aussi, ça a été source d'enseignement. Mais du coup, là, quand j'ai eu ces signatures, donc pour le coup, là, en 6 mois, on a signé quasiment 100 000 euros de bons de commande de gens qui souscrivaient à un abonnement partout pour leur réseau. Et là, je me suis dit, OK, c'est top parce qu'il y a une appétence très forte au niveau des enseignes et je vois beaucoup mieux comment scaler la boîte. Et en plus, c'est un modèle qui est très vertueux parce que j'avais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec des gens qui me payaient en début de contrat et j'avais zéro dépense à ce moment-là parce qu'il n'y avait que moi qui travaillais et qui était étudiant en plus. Et donc, c'est là vraiment, je trouve, le point de départ de partout. En fait, il y a eu ce premier pivot. Finalement, on est passé du marché des commerçants indépendants où déjà, il y avait un sujet de maturité digitale parce que je Ouais. ne le retrouvais pas dans tous les autres géographiques. Et au-delà de ça, je voyais mal comment scaler et passer au marché des enseignes, un marché où il y avait une vraie maturité, une vraie appétence pour le produit, peu de concurrence. Et là, je voyais bien comment scaler. Et ben, qu'on a choisi la facilité, entre guillemets. On est parti vers le truc le plus porteur. Ok, ça marche. En tout cas, super bonne intuition, parce que en tout cas, ça a l'air de bien payer pour vous. Euh, tu disais que tu t'es fait un peu avoir sur des négos et que ça avait été source d'apprentissage. Je sais que là, il y en a plusieurs, quand je regarde un petit peu là, les spectateurs, je sais qu'il y en a plusieurs là, qui sont en pleine négo avec soit des boîtes un peu plus grosses, soit des corpos et tout. Tu peux nous partager un peu ces échecs et peut-être quels seraient tes tips après coup pour les éviter? Ouais, alors vraiment, là, au début, moi, j'ai vraiment été un très mauvais négociateur. En fait, mais parce que ce que je recherchais, c'était, je voulais apprendre. J'avais jamais eu de client avec plein de points de vente, donc je savais pas faire encore avec plein de points de vente. Donc il m'en fallait un premier pour déjà voir si le modèle pouvait marcher. Et du coup, j'ai fait une première signature. Je crois que c'était Auchan, notre premier client, il me semble. Et alors là, c'était marrant parce que le rendez-vous, j'arrive avec l'acheteur, enfin ouais, une personne intéressée par la solution. Je lui explique ce que je fais. J'avais préparé une étude de cas, etc. Il me dit qu'il est intéressé. Donc, je lui dis, bon, bah voilà, vous avez 200 établissements. Non, 100 établissements. Moi, c'est 240 euros par point de vente par an. Donc, 100 fois 200, bah voilà, ça fait 24 000 euros. Et là, il me dit, ah non, c'est pas possible. Et, et au final, à la fin, je lui ai vendu pour 1 000 euros la solution, tu vois, pour ces 100 établissements. Donc, c'était vraiment. Je crois Ok. qu'il m'a dit, moi, j'ai un budget de 1 000 euros. Et j'ai dit, bon, bah, allons-y, c'est parti. Et donc, très, très mauvaise négociation. Mais en réalité, ce que ça m'a permis de faire, c'est que là, c'était un mode de fonctionnement qui était différent parce que j'allais plus modifier les informations à la main parce que sur 100 établissements, la volumétrie était trop grande. J'allais essayer de vraiment créer un partenariat avec Google et de leur envoyer un fichier Excel avec les informations pour qu'ils l'intègrent Ok. directement. Et donc, c'est ce que ça m'a permis d'apprendre. Et après, bah, j'ai fait d'autres signatures. Il y en avait un avec le groupe Louvre-Hôtel où là, pour le coup, j'avais vendu au juste prix. Ils n'avaient pas négocié, c'était 8 000 euros. Il y en avait un avec Carrefour où là, pour des milliers d'établissements, ils avaient payé 6 500 euros. Donc, c'était rien du tout. Mais à l'époque, ça me semblait énorme. Signer un contrat de 8 000 Ouais. euros, je me disais, c'est génial. Alors que Carrefour, pour info, maintenant, c'est un contrat qui fait, je ne sais plus, peut-être 100, 120 ou 130 000 euros par an chez nous. Donc, c'est Ouais. beaucoup plus gros. Et non, et après, qu'est-ce que je pourrais dire en types de négociation? Enfin, en fait, je pense qu'il faut, au début, la première chose qui est importante, c'est d'apprendre et d'utiliser l'expérience comme un moyen pour avoir une vision claire de comment exécuter et dérouler le tapis, en fait. Donc ça, c'est la première raison. Donc finalement, l'argent qu'on récolte à la fin, moi, je ne le trouvais pas si important. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais probablement de la même manière. Mais une fois qu'on a ce premier exemple et ce premier cas, là, en effet, il faut maintenant déterminer quelle est la valeur que les gens sont prêts à mettre sur la solution. Et donc là, c'est important d'en tirer un prix important parce que c'est ce qui va permettre de déterminer, de construire un modèle économique après et de savoir en moyenne, chaque client va me rapporter tant. Et là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est essentiellement, j'ai lu des bouquins sur comment être un bon commercial.
Ouais. Et en fait, dans ces bouquins, souvent, à un moment, on parle de négociation. Donc, l'idée, c'était déjà identifier qui était le décisionnaire, quels étaient leurs besoins, vraiment bien comprendre leurs besoins pour voir si on y répondait parfaitement, Mm. comprendre s'il y avait de la concurrence aussi, comprendre s'ils avaient le budget par rapport au prix que je leur présentais, comprendre quel allait être les différents stades de prise de décision. Ouais, est-ce que j'allais passer par les achats? Est-ce qu'il y allait avoir un appel d'offres peut-être potentiellement? Et, euh, et après, déjà, à partir du moment en fait, où on a le savoir, c'est-à-dire qu'on a un maximum d'informations sur une opportunité commerciale, on est en mesure de savoir, enfin, on ressent si on est en position de force ou pas. Et donc là, la Ouais. négociation est plus ou moins facile. Et après, dans le point, je trouve quand il y avait une négociation sur les tarifs, alors ça, j'ai appris que bien plus tard, il y a 1 an à peu près, mais une négociation sur un tarif, j'ai appris qu'il fallait répéter une question qui est comment faire. Du coup, je ne peux pas descendre à ce prix-là, donc comment faire? Et donc ça, la personne en face, Mm. ça l'invite à réfléchir sur une solution à trouver. Et du coup, généralement, on arrive enfin, ça évite de dévoiler le prix intermédiaire finalement. C'est plutôt que de faire une contre-proposition. Le comment faire permet à la personne de réfléchir elle-même à une contre-proposition. Et le comment Ouais. faire, on peut le répéter à plusieurs reprises. Mm. Et après, on peut donner sa contre-proposition, mais du coup, elle se trouvera plus haute que ce qu'on avait donné dès le départ, quoi. Ok. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que je suis en train de lire un bouquin d'un négociateur du FBI. Ah bah c'était Et ça, c'est ce bouquin-là que j'avais lu aussi et qui m'a appris ça. Ne coupez jamais la poire en deux, c'est ça là Ouais, j'ai oublié le nom du gars, mais il est incroyable ce bouquin, il est génial. c'était ça. Moi, en lisant ce bouquin que j'ai perfectionné mes compétences en négociateur, en négociation. Non pas que je sois un grand négociateur, mais au moins ça m'a donné quelques indications sur comment être un peu meilleur. Ouais, ouais, c'est cool. Je recommande aussi le bouquin parce qu'il y a les petites anecdotes un peu en tant que négociateur du FBI aussi, pour ceux qui aiment bien les romans policiers ou les films d'action, on s'y croirait presque. Et après, bon, il y a des scènes un peu plus business, on va dire, mais dans le livre, en tout cas, ouais, il est bien. Et le comment faire, il fonctionne bien. Ouais. Il fonctionne bien, je te le confirme. Super cool, super cool. Et si je comprends bien, au début, ouais, du coup, tu es un petit peu une agence, tu fais beaucoup de choses à la main, j'ai l'impression. Euh, Comment est-ce qu'il avance là ton produit là? J'ai l'impression que tu as fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de vente, mais il n'y a Ouais, toujours ouais. pas de produit, il y a toujours rien. Donc du coup, il n'y a pas encore de produit, mais au moment où on commence à signer des enseignes, là, moi, je pars. Donc déjà, en fait, j'ai créé l'entreprise partout, Ouais, juridiquement. Et donc là, je l'ai créé avec une personne qui s'appelle Olivier, qui à l'époque était directeur financier d'Amazon. C'était l'ancien maître de stage du premier associé que j'ai eu, ok. qui s'appelle Quentin. Et donc, on a créé l'entreprise ensemble. Lui, il a apporté 80 000 euros dans l'aventure pour Hmm. financer le développement, même si au final, on ne les a jamais réellement utilisés parce qu'on avait un BFR négatif. Nos clients nous payaient en début de collaboration, donc ça nous servait à financer nos développements. Pas mal. Et donc là, justement, je suis parti en recherche d'un nouveau CTO. Et c'est là où j'ai trouvé Quentin. Alors en fait, Quentin, il faisait un master entre Centrale et l'ESSEC, un double master, et on avait partagé plusieurs cours d'entrepreneuriat ensemble. Lui avait déjà bossé sur un projet entrepreneurial autour de la musique, mais ça n'avait pas fonctionné. Et donc, je lui ai présenté partout et je lui ai dit que voilà, on avait toujours eu un bon fit, donc je lui ai proposé de s'associer. Et il a dit OK. Et donc, il a commencé à travailler sur le produit. Il a développé une interface, justement une interface où les gens pouvaient renseigner leurs informations. Donc, une espèce de base de données de ton magasin pour que tu puisses gérer ça sur un seul endroit. Et il a développé un système d'API aussi pour que les mises à jour se fassent de manière automatique. Donc, c'est-à-dire que moi, j'envoyais les fichiers Excel, mais l'idée, c'était compliqué de les envoyer régulièrement dès qu'il y avait une petite modification. Donc, l'idée, c'est qu'on renseigne les informations, on met le fichier Excel dans la base de données et ensuite, ça diffuse les informations de ce fichier Excel sur les différents partenaires avec lesquels on travaillait. Ok. Et donc là, voilà, on avait une première ébauche de produit. Il y avait encore un peu de manuel, il y avait encore un peu de fichier Excel, il y avait encore un petit peu de tout. Et Quentin, il a été débauché ensuite par Datadog, une boîte américaine dans laquelle il avait déjà fait un stage. Et donc, il a quitté partout. Et moi, j'ai dû partir en recherche d'un nouvel associé technique. Et là, j'ai eu mon principal associé au sein de partout, Benoît. Benoît, en fait, il était étudiant à l'ESSEC avec moi. Alors, lui, il avait une formation qui était très différente parce qu'en fait, il avait fait de la pharmacie. Ensuite, il avait rejoint l'ESSEC.
il était parti à Berkeley un été et il avait créé une boîte avec des amis et il s'était formé en code. Ouais. Et donc voilà, moi je lui ai proposé le projet et il m'avait dit bah voilà, je bidouille un peu, mais je suis pas encore très bon, mais par contre ça m'intéresse. Et on était très potes avec Benoît, donc bah, on a décidé de travailler ensemble. Et là, ça a été le début d'une longue collaboration. Et c'est Benoît en fait qui a vraiment véritablement fait évoluer le produit. Je dirais que Quentin, il a mis en place les bases, mais c'est Benoît qui Ouais. a vraiment développé l'interface, qui a mis en place des process, qui a recruté les premiers membres, les premières personnes qui ont rejoint l'équipe technique, etc. Ok. Et peut-être pour avoir un ordre d'idée de la timeline, tu vois, entre ton premier client qui te fait ton tout premier chèque et le moment où tu as ton tout premier client qui, on va dire, sunboard un peu tout seul sur ta plateforme et qui la met, il se passe à peu près combien de temps? Enfin, je ne sais pas si c'était l'objectif d'ailleurs de votre, on va dire, de la première version de votre produit. Est-ce que c'était que l'utilisateur final soit autonome ou que ce soit toujours vous qui le fassiez, mais avec une plateforme qui vous accélère, enfin, qui vous fait gagner beaucoup de temps? Euh, Non, mais on il se voulait passe à qu'il peu soit près combien de temps, autonome. ouais, sur les jalons, on va dire? Ouais, Non, tu non, m'étonnes. on voulait vraiment qu'il soit autonome, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis très très longtemps à utiliser l'interface parce qu'on pensait qu'ils allaient modifier les informations magasin par magasin sur l'interface, mais on n'avait pas considération à l'époque que leur manière de gérer leur référentiel de points de vente, c'est un fichier Excel souvent. Et Ouais. c'est ça qui transfère à tous leurs partenaires et tout ça. Donc, on devait s'adapter à ça et on l'avait mal identifié. Donc, il y avait une plateforme, il y avait la possibilité de charger un fichier Excel pour que ça se diffuse auprès de nos partenaires. Mais en réalité, on a fonctionné par fichier Excel avec nos clients pendant très, très longtemps. Et je pense que nos clients ont vraiment commencé à utiliser l'interface partout réellement qu'à partir de 2018, quelque chose comme ça, Ouais. 2017-2018. Ok, ouais. Ouais, donc il se passe déjà, si je comprends bien, presque 12 mois, 18 mois avant que toi te uploades ton premier fichier Excel pour les diffuser. Et ensuite, il se passe encore plus de temps avant que ce soit eux qui le fassent eux-mêmes, quoi. Ouais, ouais, enfin, alors après, oui, ouais, en effet, c'est ça. C'est ça. Au début, Ok, c'est moi ok, qui envoyais le fichier Excel, puis je le mettais sur la plateforme, et après, c'est eux qui ok. ont été un peu plus autonomes. Écoute, hyper intéressant. Et tu vois, là, à quel moment, enfin, je sais pas si tu en as douté un moment ou si tu as eu une révélation ou un espèce de déclic, mais tu as toujours cru que tu pourrais en faire une boîte, tu vois. Enfin, je voyais une interview de toi, tu disais que voilà, l'objectif maintenant, c'est d'être 1000 employés, d'être présent dans énormément de pays. À quel moment, toi, tu t'es dit, OK, ça, c'est possible de vraiment faire une vraie boîte avec ce business-là? Est-ce que tu en as douté à des moments, tu vois? Je sais pas, ouais. Est-ce que je sais pas tu as eu un moment, un wow moment qui t'a fait y croire plus qu'à un autre quand t'étais Ouais, en fait, au début, on s'était dit, on sentait qu'on pouvait faire une boîte qui faisait 10 millions ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, Ouais, c'était assez clair. Enfin, on n'avait pas tellement de doute là-dessus. Même, il y avait plein de trucs qui allaient se passer en chemin, mais je veux dire, on y croyait. Mais on n'y croyait pas du tout autant que maintenant. Et en fait, je pense qu'il y a eu un point qui a été assez déterminant dans l'aventure de partout. C'était vers 2018-2019. Moi, j'avais l'impression en fait de travailler pour des enseignes, des têtes de réseau, des directions marketing, des directions générales, et plus tellement pour des magasins. hmm, Et moi, ce qui m'avait fait commencer partout au début, c'était le magasin. Et on avait complètement perdu le lien avec les magasins, qu'ils fassent partie d'un réseau ou que ce soit des indépendants. Et je me suis dit, en fait, je veux pas ça à titre personnel. Et donc, je vais essayer de faire évoluer l'entreprise pour que nous, notre service, il soit dédié à des magasins. Et donc, même si c'est une direction marketing d'une enseigne qui achète la solution, l'idée, c'est que le produit permette une collaboration entre le central et le local et permette aux magasins de se développer avec Internet. ok. Et j'avais aussi une volonté très, très forte de revenir auprès du marché des indépendants en complément de celui des enseignes. Et en 2019, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que non seulement on a fait évoluer, je pense, la philosophie de partout, qui est qu'on rend plus service aux enseignes, nous on rend service aux magasins en premier lieu. Ça a permis de faire évoluer l'interface, parce que du coup, on a eu une approche produit qui était beaucoup plus simple, parce que les magasins, c'est des gens qui n'ont pas le temps, qui veulent se focaliser sur leurs clients, sur l'opérationnel, la dimension technologique,
Internet, ça ne les intéresse pas particulièrement. Et donc, on a dû vraiment simplifier le produit et on est encore en train de le simplifier autant que possible. On a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, même si on est assez bon. Et en parallèle de ça, on a réussi aussi à approcher le marché des commerçants indépendants. Donc, on a commencé à nouveau à avoir des clients indépendants. Et ça, c'était source de beaucoup de satisfaction. Et en fait, à ce moment-là, déjà, moi, je pense que j'avais un alignement entre mes convictions personnelles et ce que je voulais faire et la stratégie de l'entreprise que je n'avais pas retrouvé depuis quelques années en réalité, depuis le début de Partout. Et donc ça, c'était un point important pour moi parce que à titre personnel, je me projetais beaucoup plus sur le long terme avec Partout alors que j'ai eu des petites périodes de doute. Et, euh, et après, ça a amené pas mal de choses. Je pense que donc ça, c'était en 2019 et en 2020, tu vois, on s'est aperçu que en réalité, maintenant, pour un magasin, être présent sur Internet, c'est plus une option. Tu es obligé. Et qu'en fait, tout le monde avait besoin d'une solution comme la nôtre, mais le taux d'équipement pour les solutions comme la nôtre est très très faible. Et une autre chose qu'on a réalisé, c'est que au fur et à mesure qu'on s'étendait à l'international, euh, on s'apercevait qu'il y avait un besoin pour la solution. Le niveau de maturité, il pouvait dépendre. Les gens pouvaient se dire, OK, peut-être pas maintenant, mais dans 3 mois. Mais en tout cas, on voyait qu'ils en avaient besoin et qu'à un moment, ils allaient switcher et prendre un acteur comme Partout. Et, et ça, plus le fait qu'on se dise, en fait, nous, notre métier, c'est pas que mettre à jour des informations. Notre métier, en fait, c'est de devenir le partenaire de confiance des magasins pour les aider à développer leur activité avec Internet. Et ben à ce moment-là, en 2020, là, on s'est dit, OK, il y a vraiment il y a un truc à faire qu'on n'avait pas vraiment identifié et on ne voit pas vraiment d'autres acteurs qui ont le même positionnement que nous et autant de conviction que nous. Et c'est là où, en fait, ça a débloqué vraiment une vision beaucoup plus long terme. Tu vois, même quand on parle de 1000 employés en 2025, pour nous, ce n'est pas vraiment une finalité ou une fin en soi. C'est juste c'est une étape. C'est Ouais. un plan qu'on a dû définir avec notre actionnaire. Il fallait mettre des nombres dessus. Mais tu vois, on a une vision qui est beaucoup plus large, qui est vraiment de devenir le principal partenaire de confiance des commerçants dans le monde pour tout ce qui est présence sur Internet et le développement de son activité sur Internet. Ok, ok, ok. Et je vois que tu as fait beaucoup de boulot sur la vision, sur qui est-ce que tu as envie de devenir, qu'est-ce que Partout va devenir et tout. Je pense que c'est hyper important quand tu lèves des fonds. Mais est-ce que c'est un truc que tu as fait toi au tout début de ton aventure et tu vois, si c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais, vu que tu dis que tu t'es un petit peu peut-être perdu en chemin, on va dire, des alignements, mais tu as une boîte qui fonctionne, donc c'est normal, tu vois. Tu vois, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais en amont? Ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais fait très tôt, en fait, de vraiment définir cette vision et cette marque aussi? J'ai envie de te demander un petit peu, quand on va sur votre site, moi, je me marque toutes les 3 lignes. Tu vois, à quel moment ça, vous le créez, vous le mettez en place? À quel moment tu commences à vraiment je sais pas, en faire quelque chose de fort, cette vision et cette culture? Alors, la marque Partout, allez vous faire voir. Ça, c'était dès le début et c'est vrai que ça a donné un ton sur la culture de la boîte qui est on ne se prend pas trop au sérieux. C'est une boîte dans laquelle on prend du plaisir, on rigole, etc. Ça, les valeurs et la culture de l'entreprise, c'est un truc avec Benoît. Enfin, je me rappelle d'ailleurs, c'est Benoît qui m'a dit, j'ai un de mes potes, il a 20 personnes dans son équipe et il m'a dit qu'il faut commencer à travailler sur les valeurs à partir de 10 personnes. Je ne sais pas pourquoi on avait ça en tête et à un moment, on était 9 ou 10 et on s'est dit, bon, maintenant, on va bosser dessus et on a passé plusieurs demi-journées à définir ces valeurs ensemble. Et ça, c'était vraiment une très bonne décision parce que c'est souvent le truc où on se dit, on le fera plus tard parce que c'est pas prioritaire, ça va pas changer le business à court terme et tout ça. Mais en réalité, je pense que c'est toujours un truc qu'on fait finalement un peu trop tard. Et donc ça, c'était une excellente décision. Par contre, pour ce qui est de la vision, on n'était pas du tout bon là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, Partout, je t'ai dit, on a commencé sur les magasins. Moi, c'était ça qui m'animait. On est passé sur des enseignes. Et en fait, après, on a été une boîte très opportuniste. On voyait une opportunité quelque part. On voulait tester quelque Mm. chose. On y allait. Mais en fait, ça faisait partie d'un ensemble pas très cohérent, tout ça. Et d'ailleurs, Benoît, on a travaillé sur des fonctionnalités, enfin, voilà, à des moments où en fait, on aurait dû faire autre chose et être beaucoup plus focus sur notre cœur métier. Mais et à un moment, il y a des gens, je crois qu'on était 20, 25, et il y a des personnes de la boîte qui me sont dit, mais en fait, c'est quoi notre vision? Et nous, on était là, enfin, c'était pas clair, tu vois, on savait pas y répondre à cette question. Et donc, là, avec mon autre associé qui nous a rejoint en 2017, qui est Thibaut Renouf, avec qui je partage la direction de l'entreprise,
Ouais. On avait un séminaire avec toute la boîte à Barcelone et sur le trajet en avion, on a bossé sur la vision en se disant que ça pouvait se définir en 1 heure et demie d'avion, quoi. Et donc, on avait pondu une phrase de vision. Lui, il avait fait le BCG, donc ça fait très cabinet de consulting, quoi. Mais sans conviction vraiment profonde. Et on a présenté ça aux gens et on a vu que la réceptivité n'était pas, était pas énorme. On n'a pas eu beaucoup d'adhésion par rapport à ça. Et en réalité, finalement, je pense que la vision, on l'a définie, comme je te disais, en 2019. C'est-à-dire qu'il il y avait ce désalignement entre ce que la boîte faisait et ce que moi, ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais vraiment envie de faire et à qui j'avais vraiment envie d'apporter de la valeur. Et c'est à partir de ce moment-là où on l'a vraiment défini. Et finalement, on en paye encore un peu les pots cassés, je dirais, parce que ceux qui étaient là en 2019, on devait être déjà 50, 60. Tu vois, on a dû les convertir, entre guillemets, à cette vision-là. Et des fois, il y en a encore, ils ont pas ce switch en tête. Et donc, ça, c'est typiquement un travail que je regrette d'avoir fait vraiment trop tard. En fait, je regrette de ne pas plus m'être focalisé sur ce que je voulais faire au fond de moi, et quel type de boîte je voulais faire et à qui je voulais apporter de la valeur. Parce que je trouve que j'ai été trop opportuniste dans l'approche entrepreneuriale, à vouloir être entrepreneur à tout prix et en fait, à aller là où il y avait de la demande finalement. Ouais. Ouais. Après, ça se comprend, hein. Je veux dire, tu sais, c'est tellement dur de monter une boîte si tu réponds pas à l'appel des sirènes dès qu'il y a des clients qui font une demande. Tu vois, enfin, enfin, c'est trop dur de dire non, je trouve, tu vois. Surtout quand Oui, il y a oui. beaucoup de demandes et qu'il y a un marché. Donc, Et il y a d'autres trucs que tu ferais différemment avec le recul? Heu, ouais, en fait, avec le recul, je pense que j'irais beaucoup plus vite sur le marché. Ça, c'est une certitude. Tu vois, si partout était à refaire, j'ai l'idée, paf, le lendemain, je vais voir un commerçant, en fait et je vais lui parler et maintenant, tu vois, moi, j'ai créé d'autres projets dans lesquels je suis pas opérationnel. Là, c'est plus j'ai une idée et j'essaie de m'entourer d'entrepreneurs et eux travaillent sur le projet et justement, on essaie d'avoir cette philosophie-là, c'est-à-dire on se dit: «OK, on a cette idée, on y va, mais Mm. immédiatement, le plus vite possible. On apprend en chemin. Par contre, on se donne une période, max et si jamais à la fin de cette période-là, il y a on n'est pas sur notre coup ou on pense que ça va pas le faire et ben, on arrête. En fait, je Ok. trouve que j'ai perdu un peu trop de temps d'un point de vue opérationnel à me lancer dedans, quoi Ouais. et ça maintenant, j'essaie surtout d'éviter de le faire, quoi. Ok. Heu, après, après je pense aussi à un autre truc, c'est que pour le coup que je fais moins maintenant, mais que j'ai fait beaucoup, c'était et que je vois plein de gens le faire, c'est s'attacher à une idée. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement valorisant d'être entrepreneur. Tu vois, tout le monde dit: «Ah, c'est cool, c'est stylé, c'est génial» et cetera, que tu as vraiment envie de l'être et quand tu as une idée, tu as tellement envie d'y croire que parfois tu as peur d'être confronté à la réalité et il y a un espèce de biais qui se fait, qui est que tu oses pas trop aller voir tes clients, ça c'est un premier biais et l'autre biais Ouais. qui est que quand, ton marché te renvoie le message de: «Non, c'est pas bon» ou «Il faut que tu adaptes quelques trucs» et ben, tu y crois pas, enfin, ou je sais pas, ou tu vois, il y a un espèce de déni qui se fait où tu te dis: «Non, non, je suis sûr de mon coup, je suis sur mon coup». En fait, j'ai tellement envie de le faire et mon business plan, il est tellement bien, et tellement clair que c'est parti et ça, au début, moi, j'avais un peu ça, c'est-à-dire que je pense que j'avais un peu ce déni, parfois quand, le marché me renvoyait certains signaux où, moi je persévérais et il y a une Ouais. différence entre être déterminé et être obstiné, quoi. Et je Ouais. pense que ça, c'est un point important. Il y a plein de gens qui ont du mal à faire cette distinction-là. Ouais, ouais, mais c'est pas évident non plus parce que tu sais, tu as toujours une histoire de momentum, tu vois, où il y a aussi le mythe un peu de Steve Jobs, tu vois, tout le monde lui dit, mais non, il faut des claviers sur des téléphones, et lui il te dit, non, non, c'est comme ça, et je vous assure que ça sera comme ça, tu vois. C'est hyper dur à faire, et c'est sûr qu'il faut être hyper humble et hyper à l'écoute de son marché pour être capable, ouais, de pivoter ou d'ajuster son produit pour ses clients, quoi. Donc, mais tu fais bien de le rappeler en tout cas. Tu fais super bien de le rappeler. Il y a une question dans le chat qui est de savoir quelle convergence tu vois avec Webedia, où là ça parle cap table et levée de fonds. Est-ce que tu vois d'autres intérêts justement, peut-être voilà, pour préciser aux auditeurs qui nous ont rejoints, tu as fait 2 levées de fonds, il me semble, avec Webedia, c'est ça? Enfin, 2 tours en tout cas.
Alors en fait, nous, non, notre historique, c'est que donc on était autofinancé et on est arrivé, à peu près à 60 personnes en étant autofinancé et en Waouh. 2019, Ok. on avait, il y avait un besoin de renouveau, on avait du mal à recruter des ingénieurs, le produit était en retard et on était en train de perdre les équipes. Enfin, voilà, il fallait qu'on envoie un signal positif en termes d'investissement produit. Ok. Et donc, on s'est dit, OK, on va voir des investisseurs. Donc, on allait voir des fonds d'investissement et en parallèle, on a été contacté par différentes entreprises qui étaient intéressées par faire un partenariat stratégique avec Partout. Ouais. Et nous, on n'a pas particulièrement aimé les discussions avec les fonds parce que, tu vois, le terme de partenaire de confiance que j'ai utilisé, c'est un truc qu'on essaie d'avoir dans les relations avec les gens et avec lesquels on travaille de manière générale. Et les fonds, on n'a pas eu des rencontres qui étaient énormes parce qu'on s'est vite aperçu en fait qu'ils n'allaient pas énormément nous aider sur notre business. C'était essentiellement Mm. financier leur intervention. Et je sais pas, à ce moment-là, on n'était pas dans cette optique-là. On avait vraiment envie d'avoir un apport de valeur qui soit plus que financier finalement. Et il y a Webedia qui nous a contactés. Au début, c'était pour un petit partenariat. Et à un moment, ils nous ont dit, bah voilà, en fait, on est intéressé par devenir actionnaire au sein de Partout. Actionnaire majoritaire, en l'occurrence, ça c'est leur modèle. Et en fait, on a regardé un petit peu ce qu'on pourrait devenir avec eux, VS ce qu'on pourrait devenir sans eux en levant des fonds avec des fonds d'investissement. Et à ce moment-là, ça semblait être une bonne décision d'aller avec eux parce que Webedia, ils avaient des bureaux dans plein de pays déjà. Ils avaient des bureaux, je crois, dans Ouais. une quinzaine de pays. Et en fait, le plan qu'ils nous vendaient, c'est bah, si jamais vous voulez avoir vos premiers clients au Brésil, vous pouvez recruter quelqu'un au Brésil. Nous, on l'embauche, donc vous n'avez pas à créer de filiale. On le paye. Et voilà, et on facture le client. Et à la fin, bah, on vous rendra le chiffre d'affaires que vous aurez généré. Donc déjà, d'un point de vue administratif, c'était assez simple. On s'est dit, à l'époque, à une époque où on voulait tester beaucoup, beaucoup de pays, bah, que ça allait être une aubaine. Au-delà de ça, ils avaient plein de clients grands comptes. Et nous, on avait du mal, en fait, à des fois parler à des personnes très haut placées dans ces entreprises-là. Et Webedia était en contact avec ces gens-là. Donc, le fait de travailler avec Webedia, ça nous a apporté justement pas mal de gros contrats avec des grandes enseignes. Et, Ok. euh, et enfin, il y avait une dimension, enfin, nos interlocuteurs chez Webedia, Cédric et Antoine, c'est des gens qui nous aident énormément dans le développement de l'entreprise. C'est-à-dire que comme eux, c'est des entrepreneurs qui sont passés de 0 à 3 000 personnes à peu près, ils ont Ouais. une vision très très claire des enjeux et des difficultés qu'on va avoir dans quelques mois. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils nous aident à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a ça qui va probablement arriver. Est-ce que vous êtes prêts pour ce sujet-là? Sinon, travaillons-le ensemble. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur parce que je pense que ça nous fait gagner vraiment des mois et des mois, quoi. Ah, ok. C'est un conseil que tu donnerais d'ailleurs à un entrepreneur, c'est de s'entourer de gens qui ont fait ce qu'il a envie de, enfin, ce qu'il a envie de faire avant. Je sais pas si j'ai bien formulé la question, mais de s'entourer de gens qui ont déjà fait ce que toi tu as envie de faire, mais qui l'ont fait avant, quoi, plutôt. Alors, oui et non, mais en fait, moi, j'ai eu plein de potes qui sont entourés qui ont constitué des boards de personnes, etc. Et je trouve que quand il n'y a pas un alignement d'intérêts fort, c'est-à-dire des gens qui sont actionnaires dans l'entreprise, c'est difficile d'avoir une vraie aide de gens. Mm. Enfin, c'est-à-dire que tu vas peut-être demander un conseil, quelqu'un va t'accorder 15 minutes et te donner un peu un conseil, mais si pour aller tu vois, dans le fond d'un sujet, il faut quand même que la personne soit actionnaire, je trouve. Mais par contre, oui, ça, je pense que c'est une bonne décision. Moi, je trouve qu'il y a deux bonnes manières d'apprendre. Il y en a une qui est celle-là, c'est par les autres. Et après, il y a l'autre qui est moi, celle que je préfère, c'est plutôt par les livres, parce que là, les gens développent beaucoup plus leurs pensées, beaucoup, beaucoup plus dans le détail. Et en tant que lecteur, on a plus le temps de calquer en fait l'apprentissage qu'on retire d'un livre sur son entreprise et essayer de voir comment l'adapter, quoi. Ok, 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 très cool. Euh, Il y a une question dans le chat qui dit comment s'est fait ton partenariat avec Google? Est-ce que c'est le seul que vous avez de ce type? Est-ce que c'est d'ailleurs, est-ce que c'est dur pour un entrepreneur qui se lance, tu vois, ou qui est au début de son aventure, d'avoir un partenariat justement avec un gros mastodonte comme peut l'être Google? C'est marrant ça parce que c'était un peu le serpent qui se mord la queue, ce moment-là. C'est-à-dire que en fait, quand j'allais voir Google, Ok. Foursquare, Page Jaune, Apple et tout ça, ils me disaient tous, bah oui, on veut bien faire un partenariat avec toi, mais il faut que tu aies plusieurs milliers de points de vente clients. Donc ça, c'était le seul moyen de leur envoyer un fichier Excel ou de travailler avec eux automatiquement par API. Et en fait, moi, quand j'allais voir des clients grands comptes, eux, à l'inverse des commerçants, ils me posaient la question de comment allaient se faire les mises à jour des informations. Et je ne pouvais pas leur dire que j'allais tout faire
à la main. Donc, à un moment, j'ai dû passer par une phase où j'ai dit aux clients grand compte, bah, on a un partenariat avec Google, etc. Et en réalité, on ne l'avait pas encore. On avait besoin que le client nous dise oui, ou en tout cas un oui de principe, pour qu'on puisse se targuer d'avoir une base de données de plusieurs milliers d'établissements pour que Google soit intéressé par celle-ci. Mais après, non, ça a été assez facile finalement de débloquer ces partenariats. Enfin, il fallait trouver les bons contacts, mais voilà, j'avais un message accrocheur qui disait bah, j'ai plusieurs clients qui représentent, je sais pas, 7000 Ok, établissements. Et en fait, je me suis aperçu que vos données sur Google ou sur Page Jaune, etc., ne sont pas à jour pour ces établissements-là. Comment puis-je les mettre à jour? Et là, ça a débloqué des discussions avec eux et la mise en place de partenariats. ok, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, mais toi, tu dis que c'était finalement pas si dur que ça une fois que tu as bien compris le besoin du GAFA, quoi, par exemple. Oui, ouais, ouais, ça allait. Je ne me souviens pas de ça comme étant un gros obstacle. Peut-être qu'avec quelques partenaires, ça a pris plus de temps que d'autres, mais Hmm. ça s'est fait assez vite, quoi. Ok, ça marche. Bon, ouais, je vais arriver sur les questions un peu de la fin, là, parce que l'heure tourne et j'imagine que tu dois avoir du pain sur la planche. Euh, c'est quoi un peu je sais pas, les conseils, ouais, que tu donnes aux entrepreneurs qui débutent? Qu'est-ce que toi, vu que tu le disais, tu accompagnes aussi d'autres entrepreneurs, ou en tout cas tu t'entoures d'entrepreneurs pour lancer de nouveaux projets, qu'est-ce que tu vas rechercher, je sais pas, dans leur qualité? C'est quoi les conseils que tu leur donnes aussi souvent? Bah, déjà, je trouve que c'est vraiment pour éviter de faire ce que j'ai fait, c'est d'aller sur un sujet qui les passionne dès le début. Je Hmm. pense que nous, et d'avoir une vraie vision claire et travailler sur cette vision-là, parce que ça évite de perdre du temps, ça permet de mieux embarquer les gens, ça permet après d'avoir des problèmes organisationnels où bah, tout le monde ne pense pas aller dans la même direction en réalité. Donc ça, c'est vraiment un point. Et moi, maintenant, d'ailleurs, les projets que je crée, en fait, j'essaie vraiment de travailler sur les trucs où le sujet me passionne, quoi. Je suis vraiment prêt à y Ouais. travailler beaucoup et pendant longtemps. Et ça, je pense que c'est important parce que il y en a trop qui, tu vois, ils veulent être entrepreneurs et ils attendent l'idée. Il y a une idée qui se profile, ils la saisissent, mais en réalité, le sujet les intéresse pas particulièrement. Et en fait, l'énergie que demande l'entrepreneuriat et en fait, c'est pas tellement au début que ça demande beaucoup d'énergie, mais j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Mais Ouais. toute cette énergie-là, tu peux pas la déployer sur un projet, sur lequel tu as pas la passion, en fait. Au bout d'un moment, ton toi profond te rattrape, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus Ok. gros conseil que j'aurais tendance à donner parce que je m'identifie pas mal à celui-ci. Après, il y en a un deuxième, on en a parlé, c'est le côté, aller sur le marché le plus vite possible, tester et arriver à ajuster vite, en fait, enfin, comprendre quel est le retour du marché et retirer un enseignement de ça et ensuite, adapter sa solution, son offre ou sa proposition de valeur pour que ça marche mieux. Hmm. Ça, c'est un deuxième point. Je pense qu'il y a un sujet aussi, c'est que moi, dans ma première expérience d'association avec mon ingénieur, là, ça n'a pas marché. Et ça a été assez compliqué de nous séparer parce qu'on avait réparti le capital de l'entreprise. Je crois que c'était 60% pour moi et 40% pour lui, mais disons que c'était gravé dans le marbre, c'était figé, quoi. Et en fait, je trouve qu'un modèle sain, c'est d'avoir des modèles d'attribution de parts progressives pour tout le monde, qui soient en fonction du temps. Et comme ça, si jamais à un moment, il y en a un qui part plus tôt que l'autre, et ben, l'autre a la possibilité bah, déjà, il a un nombre de parts qui est défini en fonction de la valeur qu'il a apportée dans le temps et potentiellement mettre une option d'achat des parts de la personne qui vient de partir pour ne pas bloquer l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, bah, il y a eu un moment un désaccord ou un fondateur, je sais pas, il a son conjoint qui est parti à l'étranger très loin et donc il fallait rejoindre la personne. Et du coup, bah, là, l'association ne peut plus fonctionner, mais bah, comme la personne estime qu'elle a beaucoup travaillé, elle considère qu'elle est en droit d'avoir les 40% du capital de l'entreprise. Mais le problème, c'est que garder 40%, bah, ça bloque la société qui ne peut plus lever d'argent et ça Hmm. démotive aussi l'autre fondateur qui doit rester. Donc, je trouve qu'avoir un modèle d'intéressement au capital qui est progressif, c'est assez sain finalement. Tu as ce que tu mérites et tu l'obtiens progressivement en fonction du temps. Ouais. Ok. Ouais, ouais, bah de toute façon, maintenant, c'est ce qui est recommandé
on va dire par beaucoup de structures d'accompagnement, même les fonds, voilà, de toujours vester. Un bon Ouais. avocat te dit enfin, vestez-vous les uns les autres, et puis notamment les salariés sur les BSPCE, enfin, sur plein de choses, quoi. Donc, ça fait sens. Peut-être pour clôturer, tu as parlé de beaucoup de livres. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont vraiment changé la vie ou qui ont été une belle révélation pour toi? Ah, j'en ai lu plein. Mais non, il y en a un là que j'ai lu dernièrement que j'ai trouvé vraiment pas mal et qui me sert pour mettre en place pas mal de projets en ce moment chez Partout. Je crois que ça s'appelle The Sales Acceleration Formula. C'est par une personne qui était le directeur commercial de HubSpot Ok, ouais. et qui a mené l'entreprise de 0 à 100 millions, grosso modo. Et il explique quel est le plan commercial qu'il a mis en place pour y arriver. Et en fait, moi, c'est un bouquin. Alors, c'est arrivé à un bon moment au sein de Partout parce que il y avait des choses sur lesquelles on devait travailler, à la fois la partie recrutement, où on n'avait pas encore bien identifié quel était le type de commercial qui était le bon commercial pour Partout, en fonction de Hmm. notre cycle de vente, de notre produit, du type de management qu'on avait. Et on avait aussi un problème d'onboarding qui était que maintenant, on commençait à être nombreux, donc onboarder les gens, leur transmettre le savoir rapidement, ce n'était pas si évident. Et après, il y avait un autre sujet qui était le développement personnel de chacune des personnes. Pour qu'un commercial, une fois qu'il a atteint ses objectifs, bah, il puisse quand même évoluer dans son travail, continuer à progresser et être épanoui, quoi. Et on avait Ouais. ces 3 sujets. En fait, ce bouquin, il répond très bien en donnant justement bah, comment la personne a fait. Et c'est vrai que nous, on s'en inspire beaucoup en ce moment pour essayer de mettre ça en place au sein de Partout. Ouais. Bon, c'est un stade un peu plus avancé, mais par contre, tu vois, je trouve que là, dans les autres sociétés dans lesquelles je suis actionnaire et que j'ai cofondé, j'essaie de mettre ça en place assez rapidement parce que moi, là, je me rends compte que si on avait fait ça plus tôt, mais ça nous aurait encore une fois fait gagner beaucoup de temps, quoi. Ouais. Et je regrette de ne pas l'avoir fait 2, 3 ans plus tôt, quoi. Ok, ça roule. Ça roule. Mais c'est vrai que c'est un super bouquin, il est souvent mentionné. Et moi, pour l'avoir lu dès sa sortie, donc ça fait un petit moment, j'avais pas trouvé qu'il était pertinent pour mes sujets du moment, mais c'était quand même une grosse mine d'or de plein de choses que tu peux mettre rapidement en place. Écoute, merci beaucoup Thibaut. Là, je vois que il va être 57 et j'ai pas envie de te. Enfin, je prendrais plaisir hein, à te garder des heures et des heures, mais j'imagine que tu as Avec plaisir. d'autres choses à faire. Comment est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on te suit? Comment est-ce qu'on peut te filer un coup de main? Donne-nous des petits call to action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et te remercier? Bah, LinkedIn, c'est un bon moyen pour me contacter, je pense, et suivre les activités de l'entreprise. Et après, non, comment vous pouvez m'aider bah, on est à la recherche de talents pour rejoindre Partout, de manière générale, sur pas mal de postes. Des postes commerciaux, des postes en relations clients, en marketing, des ingénieurs, évidemment, des personnes en produits, en ressources humaines, en finance. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Et voilà. Et du coup, bah, forcément, avoir des talents, c'est quand même un enjeu important à notre taille et c'est vraiment notre priorité. Donc, pour ceux qui écoutent et qui peut-être préfèrent rejoindre une entreprise pour se faire une première expérience avant de créer la leur, n'hésitez pas. Ouais, ça marche. Ou en tout cas, parlez-en à vos frères et sœurs, Parlez-en à à vos votre amis, entourage. exactement. Ouais. Ouais, voilà, il y a une très belle boîte avec des super valeurs. Franchement, je vous recommande à tous d'aller regarder un peu le site. On voit que c'est un peu décalé. En plus, vous avez fait un espèce de playbook là sur votre culture et sur votre recrutement, sur vos valeurs aussi que tu avais partagé récemment là, Ouais. qui était vraiment sympa d'ailleurs. Je trouve il était vraiment bien réussi. Donc, très chouette. Merci, Très c'est chouette. gentil. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thibaut pour vraiment le plaisir d'avoir partagé ce moment. Je pense que tu as délivré un max de valeur, plein de conseils, tu vois, aller sur le terrain. On est rentré un petit peu dans les coulisses aussi d'une grosse opération ou d'un gros partenariat comme avec Webedia. Donc, tellement de sujets différents. Donc, merci pour tout. Et écoute, bah, je te retiens pas plus et je te souhaite que des bonnes choses en tout cas pour Partout et je suis sûr que vous allez aller encore super loin. Merci beaucoup, c'est gentil. Passez une bonne journée, à bientôt. Salut, ciao. Tac, bah, merci à tous ceux qui sont encore là et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas,
si vous avez bien aimé les questions, si vous avez bien aimé le ton de l'interview. N'hésitez pas vraiment à envoyer un petit message à Thibaut aussi pour le remercier. Ça fait toujours plaisir aux invités quand ils envoient des messages quand ils reçoivent pardon, des messages de votre part, parce que ils se rendent compte qu'ils ont été utiles et du coup ça leur fait plaisir. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de chemin effectivement entre le passage de Thibaut à School Lab en 2016, je crois, ou 2015, et maintenant, hein, vous pouvez voir, hein, maintenant il a d'autres problématiques, sont plus de 200, mais bon, j'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous avez des idées de questions sympas à suggérer pour les prochains invités, n'hésitez pas. S'il y avait voilà, s'il y a des topics que vous avez envie de faire, j'essaierai de vous partager aussi en avance la liste des futurs invités pour, euh, pour que vous puissiez justement vous les voir un petit peu en amont. Et de toute façon, vous pourrez retrouver le replay très vite, j'espère, sur YouTube et aussi en podcast, si vous ne le saviez pas. On remet un petit peu ces interviews en podcast parce que ça s'y prête plutôt bien finalement. Il n'y a pas toujours besoin de la vidéo. Donc, merci à tous. Et oui, Fatimata, tu m'as dit 2015, Starter 1 exactement. Donc maintenant, on est à Starter 12. Donc, effectivement, il y a eu pas mal d'eau qui ont coulé sous les ponts. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous remercie vraiment à tous d'être venus participer. Et n'hésitez pas à nous faire un feedback. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vais vous laisser une 30 secondes avec cette jolie vue sur la montagne. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.